Alors, Minos Group, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est partenaire quand même du Grand Circuit depuis un petit moment maintenant. Et donc, la présentation est assez succincte. On est présent depuis 22 ans, bientôt 23 en novembre, sur 3 domaines. On a commencé par les expertises, on est monté sur l'engineering et l'environnement. Donc, en fait, on est un bureau d'études en désamiantage et en déconstruction, et on met la qualité et la rigueur surtout au service de nos clients. C'est le leitmotiv de la société. Nous allons commencer par un petit quiz. Alors, je ne sais pas si c'est Benjamin qui reprend le relais. Le petit quiz très simple pour rappeler Voilà, plus ou moins les… voilà, donc je viens à côté de toi là pour le quiz. Tu as une diapo hein, sur le quiz, hein, normalement. Normalement. Voilà, je te laisse avancer. Donc, peut-être je pose la question à ta place, hein. Dans le cadre des rapports de repérage amiante, dans le décret du 9 mai 2017, combien de domaines d'activité y a-t-il? 2 domaines, 4, 6, 8, 10. Ah là, il y a peut-être un piège d'ailleurs hein, sur la réponse, puisque je crois qu'il y a des doubles sujets, des sous-sujets. Voilà, on vous laisse voter. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, c'est bon? Ouais, allez, on affiche les résultats. Voilà, vous avez les résultats. Donc, une majorité, 83%, ont donné 6 domaines d'activité. Mohamed, qu'est-ce qu'il y en est? Bah, c'est ça, c'est ça. Je suis ravi de le savoir. Alors, tout à l'heure, tu as dit il y a des sous-activités. En fait, non, c'est des activités qui, dans un ensemble, en fait, c'est un champ d'activité qui regroupe plusieurs domaines, mais ça reste toujours dans le domaine de l'activité. Donc, c'est bien ça la réponse. Donc, la première partie de l'activité qu'on connaît le plus, c'est les immeubles bâtis. La deuxième, c'est les autres immeubles. Je pense qu'on vous a fait une présentation plus ou moins de cette partie. Vous avez la troisième domaine d'activité qui est le matériel roulant ferroviaire et autres matériels roulant de transport. La quatrième, les navires, bateaux et autres engins flottants. La cinquième, les aéronefs. Et la sixième, les installations, structures et équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'une activité. Donc, effectivement, c'était 6. Et on voit que le champ d'activité de compétences, surtout le champ réglementaire, c'est pleinement structuré et élargi à l'ensemble des activités qui ont pu utiliser dans leur passé des matériaux et des produits contenant de l'amiante. Donc, c'est plus ou moins une réglementation qui a fait en sorte d'éviter des trous dans la raquette. Donc, ça, c'est une chose importante dans le principe évolutif du repérage qui nous amène maintenant avec un repérage qui est le plus complet possible. Quand je dis le plus complet, c'est plus complet par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes. Alors, je vais faire un laïus un peu généraliste sur la particularité de la chaîne de valeur de la filière amiante. Euh, le repérage amiante est un élément, on va dire, prédominant sur le principe d'une opération de déconstruction ou de désamiantage. À partir du moment où le rapport est, on va dire, le point de démarrage et surtout le point d'étape qui nous permet d'avoir la meilleure analyse possible de l'intervention, c'est pour ça que cette donnée d'entrée doit être la plus précise possible et la plus explicite possible pour nous permettre derrière de pouvoir mener à bien toute une opération, que ce soit pour les laboratoires, que ce soit aussi pour les entreprises, mais aussi pour les transporteurs et ceux qui vont gérer les déchets. Donc, le diagnostiqueur, comme qu'on peut le comprendre, est vraiment au cœur du système et c'est vraiment son document qui va permettre de pouvoir donner une ligne de conduite, surtout une ligne évolutive de l'activité d'opération de désamiantage. Donc, dans ce petit schéma, vous le voyez un petit peu, on a la première partie qui est la partie dans un chantier classique. Vous avez la première partie qui est la conception, la deuxième qui est la réalisation des travaux, la troisième qui est la gestion des déchets et la réception plus ou moins des travaux. Vous vous retrouvez avec, dès la conception, donc l'intervention du diagnostiqueur avec ce rapport de repérage.
Et ce rapport de repérage, alors l'ensemble des rapports de repérage, puisqu'en fait, ce qui est très, très important de souligner, c'est que tous les rapports de repérage qui sont réalisés dans le cadre du périmètre des travaux qui a été défini sont vraiment très, très, très importants pour permettre au diagnostiqueur de rendre la meilleure copie possible et surtout de pouvoir permettre de pouvoir lever tous les risques et tous les doutes qu'on pourrait avoir avant d'entreprendre le cahier des charges et surtout les éléments liés à l'opération de réhabilitation ou de démolition dans le cadre d'un marché. L'analyse laboratoire, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par la personne de chez Eurofins sur le laboratoire et son importance dans un résultat fiable et surtout cohérent. Ça, c'est très, très important parce qu'effectivement, il y a cette particularité de pouvoir avoir des produits qui, par nature, certaines fois, on va se retrouver avec une mise en application avec des produits amiantés et d'autres non. Mais l'important, c'est vraiment ce travail conjoint entre le diagnostiqueur et le laboratoire d'essai pour permettre de pouvoir rendre la meilleure copie possible. Il faut bien comprendre que le laboratoire, quand il envoie un prélèvement à le diagnostiqueur, pardon, quand il envoie au laboratoire une analyse matériaux, il ne faut pas qu'il l'envoie comme une bouteille à la mer. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de pouvoir avoir cet avis critique et surtout se permettre de pouvoir l'intégrer parfaitement dans son rapport et rendre son rapport le plus cohérent possible. Et ça, j'attire vraiment l'attention sur ce fait parce que c'est super important de bien comprendre que le diagnostiqueur n'est pas, il ne réalise pas une opération de préleveur. C'est vraiment une opération concrète de rédaction d'un rapport et c'est grâce à l'évolution réglementaire qu'on a pu connaître. C'est quelque chose qui a permis de faire évoluer les documents et la donnée d'entrée avant une opération et qui nous permet derrière de pouvoir être en sécurité dans la phase d'intervention. Et il faut bien rappeler aussi une particularité, c'est que le rapport de repérage, il peut être un rapport d'étape, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait un périmètre donné et peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été vus ou pas accessibles en phase de conception, mais il doit clairement indiquer le point d'arrêt en phase travaux pour lui permettre de compléter la copie. Ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre derrière d'éviter des débordements, d'éviter des mises en danger, d'éviter beaucoup de choses qui pourraient se passer en phase travaux. Et donc, j'attire l'attention sur le fait que le diagnostiqueur, quand il réalise un rapport, en conjointe réalisation plus ou moins avec le laboratoire d'analyse d'essai, réalise vraiment un document qui va nous permettre derrière de pouvoir poser le point zéro, j'aime pas trop dire ça, mais va pouvoir nous poser un état des lieux précis sur l'intervention qui va être réalisée derrière par les entreprises. Quand il y a une dérive d'un rapport, effectivement, on peut mettre en danger toute la chaîne qui suit. Et ça, c'est pour ça que l'intérêt et surtout ce qu'on réalise avec ce qu'on voit maintenant avec l'évolution réglementaire, c'est qu'on a plus ou moins géré en fait un principe où les mailles se réduisent quand même assez considérablement pour éviter d'avoir ces erreurs. Et donc, dans cette chaîne-là, effectivement, vous avez une maîtrise d'œuvre qui a une bonne lecture du rapport, qui est là aussi pour faire le lien entre le diagnostiqueur et une maîtrise d'ouvrage, parce que la maîtrise d'ouvrage, il faut bien comprendre que dans un repérage amiante avant travaux, vous avez, donc la maîtrise d'ouvrage et donneur d'ordre plutôt, a une responsabilité importante pour permettre au diagnostiqueur de mener à bien sa mission et dans une limite bien sûr réglementaire connue, mais il faut bien comprendre que c'est vraiment une avancée. C'est pas on donne les clés à un diagnostiqueur sans lui expliquer rien et on lui dit rends-nous un rapport excellent. Non, c'est pas comme ça. C'est déterminer correctement le besoin. Donc une maîtrise d'œuvre peut le faire pour le compte de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est aussi leur donner les moyens de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions, de pouvoir eux aussi avoir une analyse de risque dans leur intervention, mais également de pouvoir leur permettre de pouvoir nous donner en fait un ensemble d'éléments qui permet d'avoir une lecture claire, nette et précise sur un rapport qui permettra derrière d'entreprendre des travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est cette relation qu'il peut y avoir entre le diagnostiqueur et le donneur d'ordre.
et cette volonté de pouvoir avancer main dans la main pour avoir la meilleure des conceptions possibles. Il faut être réaliste, il faut vraiment avoir une donnée d'entrée la plus fiable pour nous permettre derrière de démarrer les travaux dans les meilleures conditions. Ensuite, dans la partie dite réalisation des travaux, rentre en jeu, on va dire, l'acteur principal, et ça, je laisserai Souida tout à l'heure en parler, c'est l'entreprise de travaux. Donc, l'entreprise de travaux avec les indications de son donneur d'ordre, mais aussi des éléments d'entrée, des données d'entrée, comme le diagnostic, donc le rapport amiante avant travaux qui a été communiqué, et aussi les pièces marchées, établies par une maîtrise d'œuvre qualifiée là-dedans. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'entreprise de travaux, avec une donnée d'entrée, comme je me répète, mais c'est hyper important, avec une donnée d'entrée fiable, normalement, n'a pas nature à dévier et surtout a cette particularité, c'est qu'il peut s'appuyer sur des documents qui concrètement sont bien explicites et pourraient même avoir une lecture très détaillée puisque l'entreprise de travaux sait lire un rapport. C'est le principe fondamental puisque c'est une donnée d'entrée pour son analyse de risque dans le cadre de la qualification amiante. Mais il faut bien comprendre qu'elle serait même capable, à un moment donné, si dans le diagnostic initial, il y a un point d'arrêt, de bien analyser ce point d'arrêt et de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions. Ensuite, vous avez aussi le préleveur méta, donc le préleveur opérateur, le préleveur qui va réaliser en fait l'ensemble de la métrologie de l'opération de désamiantage, donc qui est très très important. Et lui aussi a besoin d'avoir aussi un diagnostic qui soit cohérent, puisque dans sa stratégie d'échantillonnage, il a besoin de s'appuyer sur des documents contractuels, c'est-à-dire des documents qui lui permettent derrière de pouvoir bien réaliser sa stratégie, réaliser ses prélèvements et permettre derrière de pouvoir faire la meilleure analyse possible dans le cadre des demandes que l'entreprise de travaux lui fera dans son opération de désamiantage. Ensuite, le diagnostiqueur est aussi présent dans le cadre de la phase réalisation de travaux. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que le diagnostiqueur, on a parlé des points d'arrêt préalablement, mais le diagnostiqueur est aussi là dans le cadre de l'examen visuel pour les opérations pour la réception plus ou moins des zones de travaux, afin de permettre de pouvoir recouvrir, et c'est-à-dire de clôturer plus ou moins une opération de retrait. Donc ça, c'est hyper important. Le laboratoire d'analyse est toujours présent aussi dans la phase des travaux parce qu'elle est aussi là aussi pour pouvoir permettre de pouvoir lever un risque sur un doute plus ou moins sur des matériaux ou produits qui pourraient être susceptibles de pouvoir en contenir et découverts lors des travaux. Donc ça, la partie réalisation des travaux, encore une fois, à partir du moment où une donnée d'entrée est correcte et surtout fiable, elle nous permet derrière de pouvoir entreprendre des travaux dans les meilleures conditions. Et ensuite, à la fin, vous avez la gestion des déchets, donc le transport des déchets et l'exécutoire. Et donc ça, cet élément-là, qui est la suite logique de l'opération de désamiantage, va permettre de pouvoir clôturer la bonne appréciation. Et encore une fois, ce qui a été vu dans le cadre du repérage, on va le retrouver pour permettre de créer ces BSDA. Donc, je ne vais pas revenir sur la particularité du track déchets et tout ce qui va sur la digitalisation et surtout le principe d'avoir des documents électroniques. Moi, ce que je veux revenir, c'est que le diagnostiqueur à la base de chez Base, par sa donnée d'entrée, permet de pouvoir réaliser en fait les BSDA et donc de bien savoir exactement ce qu'on va traiter au niveau des déchets. Donc, c'est vraiment une chaîne qui est liée en fait avec toutes les opérations. Et donc, la maîtrise d'œuvre dans une opération a tout son sens puisque en fait, c'est la personne qui est capable de pouvoir faire le lien entre le diagnostiqueur, l'entreprise de travaux, la maîtrise d'ouvrage, donc le donneur d'ordre, mais aussi en fait avec l'exécutoire et surtout la gestion des déchets. Donc, c'est quelque chose d'hyper important quand on est dans une phase de désamiantage, d'avoir la bonne lecture de l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, pour bien, vous allez dire, il se répète, mais pour qu'on puisse intervenir dans les meilleures conditions, il est très, très important d'avoir une donnée d'entrée fiable. Et ça, je ne vais pas revenir sur ce que les personnes avant moi sont passées. C'est hyper important parce que ça permet derrière de pouvoir lever les risques et s'il y a risque, de pouvoir entreprendre l'analyse de risque correctement.
Donc voilà, c'était juste pour faire un petit retour sur le fait de la valeur ajoutée d'avoir une maîtrise d'œuvre amiante sur une opération de désamiantage avec la connaissance de l'ensemble des acteurs et surtout de permettre de pouvoir avoir une bonne exécution de l'ensemble des données tout au long de l'opération. Voilà, donc c'était une petite présentation faite par Minos Group. On est pleinement disposé à répondre à toutes les questions, s'il y a des questions, bien sûr. Voilà. Voilà, merci. On peut applaudir Mohamed. Merci Mohamed. Ça a parfaitement marché pour Minos Group. Benjamin, il y avait des questions aussi du public. Est-ce que tu veux les poser avec un micro comme ça? Pardon? Voilà, on va couper le partage d'écran. C'est dommage, je ne vois pas le public. Voilà, comme ça, on va te voir. C'est dommage, je ne vois pas le public, Xavier. Ah, tu ne vois pas le public. Ah ben, on ne peut pas te faire de retour de son. Je te vois toi, mais je te vois vidéo. pas le public. Il fallait être avec nous. Ouais, bah écoute, tu diras au transport. Tu as coupé le partage, Benjamin? C'est moi qui le coupe. Le partage. C'est moi qui le coupe. Oui, vas-y. Voilà. Et coupe le partage. Non, le partage n'a pas été coupé. Comme c'est moi qui… Alors, excusez-moi. Ouais, je l'arrête. Ça, c'est un truc que je connais bien sur Zoom. Bon, je peux poser la question en même temps, hein, pendant que vous avez le fait. Quand on est en face de chez soi un chantier d'évacuation de gravats qui dégage beaucoup de poussière et que le syndic de la CoPro nous fournit… Ah, vous savez, tu m'as enlevé. Et que le syndic de CoPro nous fournit un plan de repérage partiel qui n'indique pas de prélèvement à l'endroit précis des travaux qui sont en train d'être effectués. Que peut-on faire? Peut-être que je la relis, comme j'ai été coupé au milieu. Quand on a en face de chez soi un chantier d'évacuation de gravats qui dégage beaucoup de poussière et que le syndic de la CoPro nous fournit un plan de repérage partiel qui n'indique pas de prélèvement à l'endroit précis des travaux qui sont en train d'être effectués, que peut-on faire? Alors, sur le principe, ça veut dire que vous avez une opération de travaux qui est réalisée devant chez vous par un donneur d'ordre qui est syndic, si je comprends bien, syndic de copropriété, oui. et par sa réponse, vous voyez qu'il n'y a aucun prélèvement qui a été réalisé, c'est ça? C'est ça, qui indique un plan de repérage partiel qui n'indique pas de prélèvement à l'endroit précis des travaux. Vous avez un donneur d'ordre qui respecte pas sa responsabilité vis-à-vis de l'opération qu'il entreprend. Donc, vous avez des organismes de tutelle qui sont pleinement à votre disposition pour permettre de pouvoir regarder cette opération. Oui, finalement, je tire le fil de cette question, Mohamed. C'est aujourd'hui, on voit la complexité de la réglementation, la complexité de suivre cette réglementation. Là, tout à l'heure, on en parlait avec Noémie pour l'étude de Protis, le décalage qu'il y a entre je sais qu'elle existe, mais j'ai du mal à l'appliquer. Finalement, comment est-ce qu'on fait quand un opérateur, un maître d'ouvrage ou une autre personne ne veut pas suivre la réglementation? Par exemple, si le maître d'ouvrage ne fait pas tout ce qu'il devrait faire au niveau réglementaire, qui est-ce qu'il faut saisir? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Est-ce qu'on va voir la CARSAT? Est-ce qu'on va voir… Ça dépend dans quel cadre on est. Déjà, à partir du moment où vous êtes dans le principe du code du travail, c'est-à-dire que vous avez quelque chose, vous avez des travaux qui sont exécutés dans l'endroit où vous travaillez, vous avez un employeur qui est en pleine responsabilité de l'analyse de risque qu'il vous doit dans le cadre de votre travail. Donc, vous avez directement votre premier employeur qui faut lui expliquer que vous vous posez l'interrogation sur telle ou telle chose, parce que vous n'êtes pas sachant. Alors, je pars sur le principe que la personne qui pose la question n'est pas sachante, et l'analyse du document ne lui permet pas de bien savoir si c'est fait correctement ou pas. C'est ça aussi, j'essaie toujours de relativiser par rapport à ça. Et ensuite, si la réponse en face n'est pas une réponse cohérente, vous avez tout loisir à saisir les organismes de tutelle qui existent, qui sont les directs et les CARSAT, qui permettent derrière de pouvoir poser la question à ces organismes de savoir si on est une responsabilité. Je veux dire, on est protégé ou non sur cette opération. Oui, finalement, les directs, c'est devenu les DRITS, hein, c'est ça? Oui, les DRITS, pardon. Les DRITS, les CARSAT, c'est anciennement directs sur la partie DRITS. Effectivement, c'est des personnes qu'il faut aller voir quand on estime que la réglementation pourrait ne pas être suivie correctement. Est-ce que toi, en tant que maître d'œuvre, tu as souvent
finalement, on parlait de repérage, on parle de l'importance de faire des repérages correctement. Est-ce que ça arrive qu'on ne te donne pas les éléments nécessaires de manière à pouvoir mettre en place un plan de repérage correct? En fait, le problème qu'il y a, c'est que si dès le démarrage, la maîtrise d'ouvrage donne à un maître d'œuvre l'opération, c'est-à-dire le suivi des opérations de repérage, c'est-à-dire la première partie sur la donnée d'entrée que j'ai expliqué tout à l'heure, après, on peut s'en vouloir qu'à ça même de ne pas avoir écrit la bonne chose. Donc, on devrait normalement verrouiller le fait que l'ensemble des éléments aient été levés. Mais si on est dans le cas de figure où le repérage a été fait avant que l'opération a été donnée à une maîtrise d'œuvre, effectivement, on a cette analyse critique du repérage pour nous permettre derrière de pouvoir écrire notre cahier des charges selon les indications. Et si on doit faire des analyses complémentaires, on les demande au donneur d'ordre pour nous permettre de pouvoir être en pleine sérénité et surtout permettre à l'opération de mener à bien avec pas d'interrogation particulière. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait une question là sur quelqu'un qui a posé une discussion sur la discussion par rapport à je suis MOA. Je trouve important aussi dans le RAT de disposer de plans généraux à intégrer une cartographie amiante de bâtiment qui est en sorte une synthèse du DTA. Je n'ai pas bien compris. Si la personne a posé la question, si elle peut nous l'expliquer, ça serait bien. Parce que je n'ai pas bien compris cette question en fait. J'ai l'impression que c'est plus une affirmation qu'une question. D'accord, ok. Non, mais ce qu'on peut faire, Mohamed, c'est, mais vous allez voir, c'est à la fin de la conférence, il y a aussi un chat, c'est un test qu'on fait sur cette conférence. Vous aurez un chat sur lequel, même quand la conférence sera terminée, vous pouvez continuer à discuter et à interagir ensemble sur la page du campus d'Améliorons la ville. Voilà, merci beaucoup à toi, Mohamed, pour ton intervention.